Ce soir, je vais vous présenter le Solviolette et le développement que nous sommes en train de faire dans le Sicoval. Et pour ce faire, vous allez voir, je vais commencer par, de manière originale, je vais vous expliquer le fonctionnement très concret de la monnaie Solviolette, de la monnaie locale complémentaire et citoyenne. C'est seulement après que je vais vous expliquer les enjeux et les impacts sociaux qu'ont aujourd'hui cette monnaie, mais aussi l'ensemble des monnaies locales complémentaires et citoyennes sur le territoire français. Et on abordera à la fin euh, quelques, quelques objectifs qu'on s'est fixés dans le SICOVAL. Voilà. Et n'hésitez pas à m'interrompre, comme on a dit tout à l'heure, à la moindre question. Hop. Alors, donc on va passer pour expliquer le fonctionnement du sol violette, il faut que je passe par la loi de l'économie sociale et solidaire, parce que c'est elle qui réglemente en France l'usage des monnaies locales. Donc c'est ceux qui ne savent pas, donc c'est la loi de l'économie sociale et solidaire qui a été votée en 2014. Elle décrit ce qu'est l'économie sociale et solidaire, et il y a notamment une partie entière sur les monnaies locales qui réglemente les monnaies de la sorte. La première chose, c'est que les monnaies MLCC, donc monnaie locale complémentaire et citoyenne, doivent être portées par des associations dont la gestion de la monnaie est l'unique objet social. La deuxième réglementation, pour pouvoir utiliser la monnaie locale, que ce soit les utilisateurs, donc les particuliers, les prestataires de services et de biens, associations, commerçants, et les collectivités, il faut que tout le monde soit adhérent à l'association. Le troisième point, c'est qu'il y a exacte parité en termes de valeur. Donc quand je vais acheter ma baguette de pain, c'est le prix le prix de cette baguette de 1,30 €. Je vais payer la même chose. Je vais payer 1,30 sol violette. Donc il y a exacte équivalence de valeur entre l'euro et les monnaies locales en France. On va revenir, je vais décrire tout ça dans la suite. Là, je survole les 4 réglementations de la loi de l'ESS. Donc la quatrième, les euros qui sont convertis en unités de monnaie locale doivent être placés dans des établissements financiers. Pareil, je vais bien détailler ça dans le fonctionnement et aussi sur l'impact social que ça a. Donc, de manière très concrète, du côté du fonctionnement, alors le particulier, donc si on prend notre exemple, on va recevoir la monnaie locale, donc ici le sol violette, on peut le recevoir sous forme de salaire, de primes, d'aide, ou d'autres structures peuvent la recevoir en tant de subvention. On peut le recevoir comme on reçoit des euros. Il faut simplement, la seule contrainte, c'est d'être adhérent. Un petit focus là-dessus. Un particulier peut être adhérent s'il le souhaite. Il peut rentrer dans le réseau comme il veut. Il faut simplement qu'il cotise annuellement à prix libre et conscient. Voilà. Le prestataire de services et de biens, je fais un petit focus dessus. Lui, il peut adhérer. Par contre, il ne peut pas rentrer dans le réseau comme le fait le particulier. Pour rentrer dans le réseau, il faut qu'il soit agrémenté par le comité d'agrémentation. C'est une réunion d'utilisateurs du sol violette, composée de toutes les typologies d'acteurs, et qui va avec à l'aide d'un dossier qu'a rempli le prestataire, dire si oui ou non il peut rentrer dans le réseau. Dans ce dossier, il y a des valeurs communes que sont la solidarité, le social, l'environnement, quelques exemples de questions, l'écart salarial qui existe dans la structure, la mixité qui existe dans la structure, notamment est-ce qu'on prend en compte je sais pas, le sexisme ou le racisme au sein de cette structure? Est-ce qu'on y fait attention? Quelques autres questions, est-ce qu'il existe des chantiers d'insertion? Ça peut aussi être des questions sur la gestion des déchets, sur la mobilité des salariés. Ça, c'est pour les prestataires. La cotisation est annuelle aussi, sauf qu'ils ont une grille de cotisation qui est fixe, à l'inverse des particuliers. Pour les collectivités, elles peuvent adhérer aussi, donc
Ça leur permet de payer, par exemple, les indemnités des élus, mais aussi de pouvoir régler des régies publiques ou acheter des choses pour les régies publiques. Dans ce cas-là, ils ont une grille de cotisation aussi qui dépend du nombre d'habitants. Voilà. Là, je vous ai fait un peu toutes les typologies, j'en ai profité de ce moment. Donc la monnaie, on la reçoit sous cette forme-là. Je continue. Si on ne peut pas la recevoir et qu'on souhaite utiliser la monnaie locale, et ben du coup, et que notre employeur ne nous en verse pas ou que notre collectivité ne nous verse pas de subvention en monnaie locale et qu'on veut être acteur au sein de cette monnaie locale, et ben on peut échanger des euros en sol violette. Donc on va dans un bureau de change et on échange. Par exemple, ici, on va venir fournir 20 euros au bureau de change. Le bureau de change va nous fournir 20 sols violettes et je vais vous expliquer où vont aller ces euros, juste dans la suite. Alors, juste pour illustrer les choses, où se situent les bureaux de change? Comment Donc, ça se passe? en Ouais. effet, il y en a 15 qui sont. Il y en a 13 à Toulouse Métropole et 2 dans le Sicoval. Je vais expliquer pourquoi ces disparités de chiffres pour le moment. Du coup, dans le Sicoval, c'est au grenier de Castanet pour échanger en format papier, parce que je vous ai pas encore expliqué une petite subtilité, et aussi au Kiwi de Ramonville. J'en profite, juste je vous ai dit, il y a le format papier que je peux vous montrer à la caméra, j'en profite pour vous les montrer. Vous avez un billet de 20 là à la présentation, hop, un billet de 1. Donc, le billet de 1 vaut 1 euro, on est d'accord, hein? C'est Voilà, le. donc 1. Là, je vous montre un 10. Il y a d'autres coupons. Donc, il y a le billet de 20 que vous voyez à l'écran. Il y a 2, 5 et 50. Alors, dans le mail d'invitation que je vous envoyais, il y avait tous les billets, hein, qui étaient illustrés. Il existe aussi un format numérique. Donc là, il y a aussi les centimes, parce qu'on n'en a pas parlé, mais du coup, malheureusement, en billet, on n'a pas les centimes. Avec l'application numérique, c'est une application, c'est un peu, si on reprend la technique euro, c'est un peu comme la carte bleue. On va s'envoyer des soldes violettes numériques via des applications. C'est très facile d'usage. Vous pouvez trouver l'application sur les boutiques d'applications classiques, l'Apple Store, le Play Store et autres. Et après, forcément, pour rentrer sur l'application, il faut être adhérent. Donc là, faut avoir dès que vous faites l'adhésion, vous avez un identifiant, un mot de passe pour le particulier, pour le professionnel, pour les collectivités. Et après, on peut s'échanger de la même sorte. Donc dans ce cas-là, au lieu d'aller au bureau de change et on fournit des euros papier, là, on rentre ses coordonnées bancaires, on informe l'asso, il y a juste un formulaire écrit 15,50 sol violette, je voudrais 15,50 sol violette, hop, et c'est envoyé instantanément sur votre compte sol violette. Et vous êtes débité en euros. Alors, donc si je comprends bien, c'est un peu comme un Lydia, à titre de comparaison. Alors ceux qui connaissent le Lydia, voilà, c'est exactement le même concept. C'est peut-être plus simple que le Lydia parce que nous, dans les commerces, on a des QR codes qu'on peut venir scanner avec l'appareil photo. Alors, il faut avoir un smartphone, certes. Qu'on scanne avec l'appareil photo. On n'a pas besoin de rechercher le professionnel dans une liste. On scanne le QR code, on met le montant. On a acheté dans la microbrasserie de Rangueil. On a acheté pour 15 sols violettes. On rentre, on appuie sur confirmer, on montre au commerçant et c'est réglé. Le commerçant reçoit une notification sur son application par mail et D'accord. Ouais, donc Lydia, c'est un peu une application où on met des crédits et on peut payer une personne ça marche surtout pour des associations. Et du coup, là, c'est intéressant parce que finalement, il y a plus forcément de papier et puis ça s'ouvre à un autre type de public. J'imagine que ça permet de diversifier le type de produits échangés. C'était ça un en peu effet, le. les enjeux derrière le numérique, enfin la numérisation de la monnaie, même si on sait ça fait beaucoup débat, surtout avec l'euro. Mais l'enjeu derrière, c'est le public jeune oui, qui est plus à même d'utiliser les smartphones aujourd'hui, et
et pas que, parce que c'est les professionnels les premiers qui le demandent pour payer les factures. Parce que, cette monnaie, je rappelle, ne circule pas que entre particuliers et pros, mais aussi de pro à particulier pour les salaires et aussi de pro à pro pour, payer entre eux des services, des le fournisseur, je pourrais vous donner des exemples, si vous le souhaitez, mais, il y a beaucoup de ce qu'on appelle le B2B pour ceux qui connaissent le commerce. Ça se fait beaucoup, en fait. Donc c'est des sommes, voilà, on s'échange plusieurs centaines, voire des milliers de soldes violettes, via une application sans des liasses de billets. Ouais, génial. Ok, ouais. Super. Alors j'avance, vous me dites, hein, s'il y a encore des questions, je veux pas brusquer à avancer vite, mais je vais peut-être répondre à des questions aussi. Ouais, tout à fait. Ouais. Jugez si votre question, vous voulez si elle est vraiment urgente ou pas. Donc je l'ai dit, hein, la monnaie est utilisable entre tous les adhérents. C'est ce que je viens de dire juste avant, je répète pas. Et on va venir sur le point des établissements financiers, qui est un point, important. Je vous ai parlé des bureaux de change, ou quand vous faites un virement aussi pour recevoir des soldes violettes. Donc dans ces cas-là, il y a de la monnaie qui arrive au solde violette et le solde violette envoie cette monnaie dans des établissements financiers. On travaille avec deux banques. La première, c'est le Crédit municipal de Toulouse et la deuxième, c'est le Crédit coopératif. Ces euros vont partir on peut se les représenter dans des coffres, ça s'appelle des fonds de garantie. C'est des fonds qui sont intouchables. Donc intouchables dans le sens, la banque ne peut rien faire avec. 90% de cette somme part au crédit municipal, 10% de cette somme part au crédit coopératif. Ce que font ces banques, je le répéterai dans la présentation, mais je l'introduis quand même. Ces fonds de garantie permettent à ces banques de montrer la confiance des habitants du territoire, des usagers de ces banques. Ça te permet de montrer la confiance à l'Europe et à la BCE. Ça leur permet de faire des crédits. Alors, et là, on va rentrer pour ceux qui... Je me permets une petite aparté économie avant d'expliquer tout ça. C'est que quand on fait un crédit à une banque, si moi je veux acheter un vélo à 1000 euros par exemple, et je vais aller voir mon banquier, et mon banquier va juste simplement me regarder et je le fais grossièrement, hein, et taper 1000 euros sur son ordinateur, il va me créditer 1000 euros. Ces euros n'existent pas. C'est une ligne dans un registre de compte. Quand je vais lui rembourser au fil des mois ces euros, à chaque fois que je rembourse, l'argent qui a été créé disparaît. Ah, ma caméra a disparu, mais est-ce que vous m'entendez? Je suis désolé. Alors l'argent a disparu, la caméra aussi, Mais mais on t'entend donc. Je vais continuer et quand il y aura une question, je vais essayer de. Ça Du coup, marche. j'en étais où? Ouais, du coup, cet argent n'existe pas et ne circulera pas dans l'économie réelle. Voilà, c'est un petit rappel économique. Pour faire ça, la banque chez qui on va, il faut qu'elle ait un fonds de garantie qui permette de prouver à l'Europe ou à la BCE qu'on a confiance dans cette banque. Donc ça, c'est l'épargne des gens. Les gens, nous, on épargne notre argent. Ça prouve simplement grossièrement la confiance qu'on a dans cette banque. Et il y a une partie qui part dans des fonds de garantie qui permet à ces banques de prouver qu'elles ont l'argent et de créer cet argent. Donc, est-ce qu'il y a une question là-dessus? Sinon, je vais expliquer le solviolette, le rapport avec le solviolette. C'est bon pour tout le monde, ouais. Ok. Bah, le solviolette, du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il met 90% de ce fonds de garantie au crédit municipal. Le crédit municipal va utiliser ces fonds de garantie pour dire pareil à cette banque centrale, on a confiance en moi. Je vais faire des microcrédits à la consommation et des prêts sur gage. Donc là, c'est plutôt le crédit municipal orienté chez les personnes les plus précarisées de la ville de Toulouse. Voilà, pour le crédit municipal de Toulouse. Il y a 10% qui part au crédit coopératif. Ils font la même chose, mais là, ça part. Ils vont pouvoir faire des crédits aux structures de l'économie sociale et solidaire de l'Occitanie.
c'est moins transparent que le crédit municipal. Voilà, c'est le crédit coopératif. Voilà ce qui se passe avec les établissements financiers. Alors, une question, vous avez volontairement choisi ces différents types de crédits. C'est un partenariat qui est issu de la naissance de Sol Violette. Comment ça s'est passé? Je vais y répondre et peut-être prendre la question de Pascal aussi. Je vois qu'il y a une question. Je vais Ouais. répondre aux deux. Oui, c'est des crédits, du coup, en sol violette ou c'est des crédits en euros? C'est des crédits en euros. Du coup, je comprends pas trop l'utilité du sol violette pour le moment, mais En fait, voilà, Voilà. je vais réexpliquer. je vous laisse dérouler. Hein, mais... Non, Oui, non, mais je réexplique juste cette notion. Nous, l'argent qui est récupéré par les bureaux de change ou par l'application numérique va aller dans les fonds de garantie de ces banques. Un fonds intouchable. Ils n'ont pas le droit d'y toucher. Ça leur permet simplement de créer, d'avoir la confiance de la BCE. Ça permet juste de faire ça. Et de créer de l'argent. Ils vont créer de l'argent par-dessus. Mais ils n'y touchent pas à ce fonds de garantie. S'ils n'avaient pas ce fonds de garantie, ils ne pourraient pas faire ces crédits. Oui, comme les autres banques. Hein. Comme les autres banques, sauf que nous, on vient mettre dans des fonds de garantie où on sait où va cet argent. On sait que ça va pour les plus précarisés de la ville de Toulouse et pour le secteur de l'économie sociale et solidaire de l'Occitanie. Quand je mets de l'argent au Crédit Coop sur un autre compte, sur le livret A, on sait que ça va plutôt dans les logements sociaux, mais si on met sur Voilà. un livret B, ça va dans le pétrole, principalement. Là, nous, on vient flécher. En fait, ce qui se passe, si je vais aller un peu plus loin, c'est que on va leur permettre de créer de la monnaie, mais aussi, on a le sol violette qui circule en parallèle. Donc en fait, il y a on peut dire un dédoublement monétaire, même si c'est pas double exact, mais il y a deux circuits financiers qui vont être alimentés en même temps au moment de l'échange. Et ça, c'est un truc magique avec les monnaies locales. Ça, c'est un truc très pratico-pratique. Je veux pas rentrer dans. Enfin, on communique pas là-dessus, mais c'est vrai que dans l'idée, il y a un truc magique, c'est que nous, on va continuer à s'échanger des sols violettes comme si c'était des euros. Et on a mis un fonds de garantie en euros dans des banques qui vont leur permettre de créer des crédits. Donc Oui. voilà, c'est le truc magique avec les monnaies locales en France. Est-ce que ça a répondu à ta question, Pascal? Oui, oui, je vois le mécanisme, mais ouais, je sais pas comment. Enfin, je pense que avec des cartes de paiement différées, l'argent est quand même à la banque, c'est pareil, et puis l'argent circule, quoi. Mais Ouais, mais elle est On fléchée. va, Mais on là, va, c'est on pas, va revenir. vous n'êtes pas la même chose quand même. C'est pas la Non. même chose. On va revenir dessus. Je vais le redécrire dans les enjeux et sur l'impact social que ça a parce qu'il y a des chiffres derrière aussi. Mhm. David, tu avais une question aussi où on avance? Ouais, bon, on peut avancer et puis après, On avance. on partagera les questions. Ok. Alors, ça c'est le fonctionnement. Et je vais maintenant. Je vais vous parler un peu des impacts et des enjeux pour le territoire. Donc, notamment, il y a cette carte mentale qui a été réalisée en 2021 par le Mouvement Sol, qui est la fédération des monnaies locales en France. Je rappelle, et je n'ai pas dit, mais il y a 80 monnaies locales en France. Après une large enquête sur 3000 personnes, elle a établi une carte mentale d'impact qui est la suivante. Ça crée des nouveaux espaces de citoyenneté, des nouveaux espaces de solidarité, ça participe à la transition écologique, ça dynamise les territoires et ça reterritorialise l'économie. Donc je vais rentrer sur chacun de ces points, un à un. Et pour ce faire, je vais un peu orienter, je vais un peu orienter ma présentation en fonction aussi des politiques publiques du SICOVAL d'aujourd'hui. Donc vous allez revoir, vous allez retrouver des choses notamment sur la cohésion sociale. Bon, je vais y aller et vous verrez. Donc premier point. Alors sur cette carte mentale, je vais afficher des choses, des chiffres, et en bas de cette carte mentale, vous avez les références. Donc soit vous avez une petite astérix, 2 ou 3 en fonction des références. Donc la première chose, le Solviet, il permet de renforcer les solidarités dans le SICOVAL. Enfin, il peut permettre de renforcer les solidarités dans le SICOVAL et au-delà de ses frontières.
On va renforcer et créer des nouveaux liens entre les acteurs économiques du territoire. Donc là, il y a 2 chiffres. 80% des professionnels ont déjà recommandé un confrère qui accepte la monnaie locale. Donc normalement, ils vont aller chercher des fournisseurs autres et ils vont aller piocher dans ce réseau. 66% des adhérents aux monnaies locales discutent davantage avec les professionnels de ce réseau qu'avec d'autres professionnels. Donc là, par exemple, les 2 chiffres que je vous ai donnés, ça provient du rapport du mouvement Sol dont je vous ai parlé tout à l'heure, de 2021. Voilà, petit exemple. Ça, c'est côté solidarité envers les professionnels du réseau. Et on va aller un peu plus loin. Entre 2020 et 2022, l'asso Solviolette, elle a mis en œuvre plusieurs actions en lien avec la solidarité, donc plutôt là, la lutte contre la précarité, notamment l'accès à une alimentation saine. Et là, on a un chiffre qui résume ça en termes d'indicateurs, qui est le suivant. C'est qu'il y a 25 750 Solviolettes qui ont été distribuées depuis 2020, qui ont bénéficié à plus de 250 foyers. Donc là, c'est un travail avec des acteurs de la solidarité. J'ai mis quelques logos d'entre eux. Donc on a Entracte, qui est une épicerie solidaire. Théo7, c'est une maison de chômeurs. Erasme et Ifras, ce sont des établissements scolaires d'études supérieures. La main à la pâte, c'est une épicerie solidaire de Rangueil. La main tendue, épicerie solidaire. Et Cocagne Haute-Garonne, c'est des chantiers d'insertion. Enfin, nous, on a travaillé avec les chantiers d'insertion de Cocagne Haute-Garonne. Donc en fait, il y a via un mécanisme de redistribution, on vient faire avec ce mécanisme de redistribution, l'association Solviolette vient faire des dons en Solviolette aux bénéficiaires de ces structures. Je continue. Alors, il y a une question. Question, pardon. Allez-y. Oui. Oui, ce sont des dons ou des microcrédits faits à ces membres de ces associations? Là, c'est des dons. D'accord. Donc, Pour accompagner, quoi. oui, c'est des dons, donc je peux aller plus loin. En fait, on a différents types de financement pour ces actions. Il y a un financement interne qui provient lorsqu'un professionnel a un stock de Solviolette chez lui parce qu'il n'arrive pas à l'écouler, il peut reconvertir en euros. Ça tue le jeu du Solviolette et les impacts qu'on a, mais on ne veut pas le bloquer. Dans ces cas-là, le professionnel, il va payer une taxe à la reconversion au Solviolette, qui est 5% du montant. Ce montant part directement dans nos actions de solidarité, ça représente du coup 25 750 Solviolettes. C'est bonifié et amendé par des appels à projets qu'on a effectués avec le département et la région, historiquement. Voilà. Et du coup, ils abondent ces montants qu'on a qui proviennent des taxes à la reconversion des professionnels, et ça permet de fournir des dons à ces bénéficiaires d'associations. D'accord. Après, concernant le Solviolette, il peut être utilisé directement, comme je l'ai dit tout à l'heure, par les instances publiques, et notamment par l'agglomération. Ça pourrait être le SICOBAL. Je le répète, hein, pour l'indemnisation des élus, pour les salaires des agents, les primes et payer les régies publiques, par exemple. Piscine, transport public, bibliothèque et autres. Après, on a un billet aussi sur la sensibilisation à l'économie. Donc il y a 2 chiffres là que j'ai fait apparaître à l'écran. Donc tout en haut à gauche, 69% des adhérents comprennent mieux les liens entre économie, enjeux écologiques, sociaux et démocratiques lorsqu'ils adhèrent aux monnaies locales. Ça, c'est au fur et à mesure des discussions. AG ordinaire, AG exceptionnel, comité de pilotage, conseil d'administration, parce que ça reste une association avec une gouvernance et pas mal d'instances de décision de différentes échelles. Et du coup, les 69% des adhérents comprennent mieux ces liens. Le chiffre que j'ai indiqué à côté de écologie, sur cette sensibilisation, c'est que quand 90% des répondants à l'enquête du mouvement Sol ont augmenté leur consommation de produits locaux, 36% celle de produits bio. Après, je
je rebondis donc sur le nouvel espace de citoyenneté en haut à gauche, un autre chiffre, c'est près de 40% des adhérents aux monnaies locales ont déjà participé à une décision au sein de leur asso. Donc voilà, je continue. Sur la valorisation et la promotion du territoire, on a quelques chiffres aussi. Donc en bas à droite, là, on a 70% des adhérents aux monnaies locales ont déjà parlé de leur monnaie locale en dehors de leur territoire. Donc ils vont dire, notamment au Pays Basque et à l'Ushco, bah, les Basques, quand ils vont sur d'autres territoires, ils disent bah oui, moi j'ai l'Ushco et ça fonctionne bien sur mon territoire. Et c'est une promotion aussi du territoire. Comme là actuellement sur les billets de Solvulette, vous avez vu, c'est des scènes de Toulouse. Ça pourrait être des scènes du Sicoval à terme. Sur d'autres choses, sur la dynamisation du territoire, il y a aussi l'organisation et l'animation de marché. Donc on en a fait plusieurs avec GreenSat, qui est l'association étudiante de l'ENSAT, l'agronomie Toulouse. Donc on invite nos prestataires, on les organise, on fait tourner la monnaie locale au sein de ces marchés. On l'a fait à la fête des possibles de Castanet-Tolosan. Là, on va le faire sur la fête de l'alimentation. On l'a fait aussi. Enfin, on en fait plein, des marchés, et essayer de les animer d'une manière ou d'une autre pour la dynamisation du territoire. Sur les associations, là, j'ai aussi, vous avez vu, soutien des associations via le projet 3%. Je ne vais pas rentrer dans ce détail, sauf si vous avez des questions. C'est un outil qu'on a au sein du Solvulette de redistribution pour les associations. Si vous avez des questions dessus, on y reviendra. J'avance. Sur l'économie, alors là, il y a quelque chose d'intéressant. Un paiement en monnaie locale, il va générer 1,25 à 1,55 fois plus de revenus pour le territoire qu'un paiement en euros. Ça vient d'une thèse de Oriane Lafuente Sampietro. C'est le laboratoire Triangle associé à Sciences Po Lyon. Si je l'explique avec les mains, 1000 euros qui sont générés sur un territoire via un crédit, il va générer entre 1300 et 1600 euros de revenus pour le territoire. Alors qu'un versement de 1000 sols violettes enfin 1000 unités de monnaie locale, là c'est pas forcément les sols violettes, c'est à l'échelle nationale, il va générer plutôt 2000 unités de monnaie locale. Pourquoi? Parce que les unités de monnaie locale, elles ne peuvent pas être dépensées en dehors du territoire, elles ne peuvent pas être thésaurisées, donc on ne peut pas épargner avec. Donc tout ce qui est fuite monétaire que l'euro subit sur les territoires n'existe pas. Donc globalement, les monnaies locales et le solvulette dans notre cas participent à la lutte contre l'appauvrissement des territoires. Du même acabit, on a un autre chiffre qui vient de la thèse de cette même docteur, c'est l'augmentation du chiffre d'affaires des prestataires du réseau est d'au minimum 10%. Donc là, je renvoie à la thèse qui va bientôt être résumée pour les décideurs. Voilà. Je continue sur... j'en suis où? Voilà, j'en suis sur l'économie, je continue. Donc je reviens sur les établissements financiers. Pour ce qui est du Solvulette, cette masse monétaire qu'on a mis dans les fonds de garantie a permis de créer 20 000 euros sur le territoire. Donc 90% pour les publics précarisés de Toulouse, 10% pour l'ESS de l'Occitanie. Voilà, je ne veux pas vous perdre dans les chiffres, hein. Peut-être qu'on peut avancer. Après, je vais très vite, donc je repars à droite, là sur l'écologie, 84% des pros ont adapté leur méthode de travail pour réduire l'impact environnemental quand ils ont intégré les monnaies locales. Ça, c'est notamment lié au dossier d'agrément qui va venir parler de la réduction des déchets, de la mobilité des salariés. Et aussi, il y a quelques monnaies locales qui sont dans des accompagnements plus de type RSE ou redirection écologique. Voilà, je vais m'arrêter là sur cette carte. Là, vous l'avez en gros plan. Après la carte, on va passer plutôt sur le Sicoval. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je regarde pas le temps. Il est déjà à 7h10. C'est comme vous voulez. Vous me dites. Oui, Pascal? Oui, qu'est-ce qui prouve que avec
l'euro, on n'obtient pas les mêmes résultats. Bah, ça, c'est quantifié. Alors, Oui, parce que en fait, l'euro, du coup, on n'a pas l'équivalent des chiffres pour l'euro. ah si, Du si, coup, si, on les a. c'est un focus sur ce qui est possible, mais si on incitait les gens à mettre de l'argent dans le crédit coopératif ou de mettre ses euros et que du coup le crédit coopératif puisse faire ce qu'il fait aujourd'hui, je, 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 je vois pas l'intérêt encore une fois de mettre une monnaie supplémentaire, quoi. Mais Alors, pourquoi on peut pas faire la même chose que ça avec nos euros, quoi? il y a deux choses dans votre question, Pascal, et je vais tenter de répondre Parce que aux deux. moi voilà, je consomme local, je fais des trucs locaux, je dépense sur le territoire et c'est un euro et du coup c'est transparent, mais et si on veut investir localement, il y a des solutions aussi pour faire du prêt local. Je pense à Mimosa, même des choses qui sont portées aussi par le crédit coopératif ou autre. Donc, et ça, je peux le faire avec les euros aussi. Ok, je vais répondre. Il y a deux choses dans votre Ouais. question. Oui, oui. Là, dans votre question, il y a un focus sur la finance. Donc, la Oui, finance oui. de projet, Mimosa, Mm. IS, et ok. Ça, il y a un focus. La monnaie locale, la finance, c'est un deuxième pan de la monnaie locale, Bah notamment non, via. je suis pas d'accord, puisque enfin, ce tableau-là, il montre bien que l'argent qui est placé ben, a une activité économique autour, quoi. Et donc, investissement, prêt, enfin, j'ai l'impression c'est quand même le discours quand même un discours assez, je suis peut-être un peu provocatif, hein, mais d'une banque, hein. Une banque pourrait faire le même discours en disant, voilà, je suis local, quoi. Mais, Donc, je vais tenter d'y répondre. ouais. Donc, il y a deux choses dans votre question. Il y a l'aspect financier. Je vais répéter pourquoi la monnaie locale, c'est l'aspect financier, c'est une deuxième chose. Je vais y répondre, ne vous inquiétez pas. Je vais juste être provocateur comme vous. Oui, oui. Je vais rebondir dessus. Votre euro, quand vous payez l'euro à votre boulangerie ou un vélo, vous savez pas où il part. Donc, je vais juste revenir sur l'aspect monétaire d'abord, et après on parlera de la finance. En fait, le sol violette est une monnaie locale qui circule dans un réseau d'acteurs qui va rester sur un territoire et l'outil, il est impossible d'épargner et il est impossible qu'il sorte du territoire. Donc, notamment, par exemple, si on prend l'exemple de l'argent public, un élu va être indemnisé en euros, il va mettre une partie en épargne, peut-être ou pas, enfin, ça dépend, et il va consommer chez Intermarché. Intermarché, il va épargner. Ou il va y avoir des frais bancaires rien que sur la carte bancaire. Il va perdre 0,5%. Au fur et à mesure, c'est structurel. L'euro qui est dans la poche de l'élu, ça fuit, ça fuit, ça fuit. Donc en fait, c'est notre argent, nos impôts, ils sont dans la poche des élus, et ça fuit. Le sol violette, on fait la même chose. Indemnisons un élu en monnaie locale. Là, je parle de l'élu, mais en fait, ça nous Mm. concerne, hein. Oui. Mais je parle de l'élu. Donc, c'est de l'argent public. Hop, lui, il est indemnisé en monnaie locale. Qu'est-ce qui se passe? Il va... Intermarché n'est pas dans le réseau. Ça, c'est un choix démocratique du sol violette actuellement, des utilisateurs actuels. Mais on pourrait, si Intermarché le prend, ok. Qu'est-ce qu'il va devoir faire? Bah, il va devoir le dépenser. Donc, il va chercher un, un prestataire du réseau. Donc, il va chercher c'est au moins territorialisé. Nous, notre territoire de circulation, c'est le nord de la Haute-Garonne. Donc, on parle du bassin de vie toulousain. C'est un découpage INSEE qui représente globalement le nord de la Haute-Garonne. Mm. Donc, cette monnaie, elle ne pourra pas sortir du territoire. Elle ne pourra pas être épargnée. Donc, c'est un argent public qui va vivre. Voilà. Je pense être clair. Oui, il y a encore des questions sur ce sujet. Non, non, je comprends. Mhm. Ok. Et du coup, sur l'aspect financier, euh, donc je reviens sur l'aspect financier. Nous, on vient juste participer, comme Mimosa, comme IS, aux finances éthiques.
Et ça, c'est juste notre participation, c'est juste le fonds de garantie. Voilà. Mais ça, c'est pareil que oui, je suis d'accord avec vous, c'est pareil que IS, c'est pareil. Sauf que à la différence de IS, c'est que ce fonds de garantie que vous mettez, en fait, vous avez toujours l'argent. En fait, vous allez changer par exemple 20 euros en 20 sols violettes. Vous allez avoir vos 20 sols violettes. Et en fait, ça va permettre de financer d'autres projets via nos banques partenaires. Est-ce que ça a répondu à la question? Oui, mais du coup, si je suis payé en sol violette, je vais les changer contre des euros et je pourrais aller à Intermarché. Mais Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. De changer mes sols violettes en euros? Ah non. voilà, c'est ça. Il y a que les commerçants qui, Il n'y a que les commerçants. qui perdent 5% à ce moment-là. Exactement. Donc, je vois pas l'intérêt. Enfin, moi, je n'ai pas envie d'être contraint. Et ça veut dire que si je sors du territoire un week-end, je peux pas dépenser l'argent que j'ai sur mon compte. Après, l'idée, c'est de diversifier aussi son portefeuille et ça reste un engagement aussi volontariste sur une économie locale et un territoire. Ouais, mais du coup, enfin, moi, j'entends qu'on peut faire de la solidarité locale, mais du coup, on répond pas à quelque chose qui est plus grand, quoi, parce que ça restreint le territoire, quoi. Aujourd'hui, les commerçants qui En ne sont pas fait, sur le territoire de Toulouse, moi, je vais au marché de Ramonville, les trois quarts des commerçants, ils ne sont pas de Toulouse, quoi, au marché. Et les producteurs bio, ils viennent de Bram, ils viennent de l'Ariège. Et donc, pour eux, quel intérêt que je les paye en sol violette? Donc, du coup, je vais me rabattre sur qui? Sur le magasin dans lequel il va y avoir aussi les frais du commerçant, puisqu'il a un local, etc. Et donc, ce que je pourrais acheter sur le marché vraiment pas cher, du coup, je vais avoir des frais. Enfin, pour le commerçant, si on m'oblige à aller chez un commerçant, j'ai plus cette liberté enfin, j'ai plus la libre concurrence, quoi. Oui, ça c'est. Donc ça, c'est en effet, on combat le néolibéralisme et via c'est un outil de lutte aussi, hein, c'est un engagement, comme a dit Davy. Et on est une monnaie complémentaire. En fait, aujourd'hui, il y a un enjeu économique qui est que, je donne juste quelques chiffres, 97% des échanges correspondent aux échanges qui sont sur le marché spéculatif. En fait, c'est votre euro que vous utilisez en moins d'un échange, si on prend l'échelle internationale, il part sur les marchés qui viennent financer. C'est un choix qui viennent financer notamment les énergies fossiles. Je suis pas d'accord, hein. Je peux très bien avoir tout mon argent dans des obligations. Je suis pas obligé de mon argent à la banque. J'ai le choix à le mettre sur des assurances vie spéculatives ou sur des assurances vie non spéculatives. Faut pas voir que c'est pas parce que j'ai de l'argent à la banque que je suis un spéculateur et que j'investis dans des fonds spéculatifs. En Ça, fait, c'est mon choix. Pascal, de base, la Non, banque. parce que sinon, il y a un a priori. Ouais. Pascal, de Oui. base, quand tu mets de l'argent à la banque, ils font ce qu'ils veulent avec. Tu n'as aucun droit de regard. Renseigne-toi sur ce sujet. C'est exact. Et en fait, c'est là où c'est intéressant la monnaie locale. C'est que finalement, tu vas projeter une monnaie sur un territoire et tu es sûr que derrière, cet argent, elle va rester sur ce territoire et elle va alimenter d'autres acteurs, d'autres personnages, tout l'écosystème en fait local. C'est là où en fait il y a une... Normalement, l'argent, tu le flèches sur des produits. Ou alors tu dis, je vous donne l'argent, je vous laisse libre d'en faire ce que vous voulez. Non, enfin, normalement, tu le flèches sur des produits. Alors même à la banque, si tu considères que tu vas flécher sur des produits potentiellement dits environnementaux, derrière, tu peux avoir certaines surprises. Bernard, tu veux poser une question? Oui, je veux juste rebondir sur ce problème. C'est que bon, Pascal, il a raison. L'argent de ce qu'on peut appeler l'argent de ton épargne, tu as une mainmise dessus, ça c'est sûr. Tu fais ce que tu veux avec ton argent d'épargne. Mais ta paye, ton salaire de retraite, tous tes salaires sont versés sur ton compte en banque. Tu n'as aucune maîtrise sur ce que fait la banque sur ces sommes d'argent. Donc, si j'ai bien compris, si ton argent si ton salaire ou une partie de ton salaire est versée en sol violette, en fin de compte, cette partie de sol violette va rester sur le territoire. Est-ce que c'est ça? Oui. Oui, mais
Et du coup, oui, mais tu es contraint d'aller chez des commerçants qui sont sur le Je sol suis d'accord avec toi, violette. mais c'est Et ça ne veut comme pas dit, dire que là, tu auras le meilleur produit ou le produit que tu recherches, quoi. je suis d'accord avec toi, Pascal. Mais comme dit David, c'est un, comment dire, une C'est une démarche décision que tu as militante. prise Ouais. de favoriser ce type de rapport entre toi et le commerçant. Mais c'est vrai que si tu sors du territoire, comme tu l'as dit tout à l'heure, si tu sors du territoire, eh ben, tu ne peux pas utiliser ton sol violette. Tu reviens aux euros. Donc, il faut avoir des deux, quoi. Mais en gardant quand même ta philosophie que tu as pris dès le départ d'utiliser le sol violette unique sur ton territoire et uniquement, malheureusement, sur ton territoire pour le moment. Voilà, c'est qu'une question de vie, là. Entre ce que tu veux faire et ce que tu veux acheter, quoi. Tu achètes chez Intermarché des produits que tu penses ne pas trouver chez les commerçants de violettes. Et inversement, tu préfères acheter des produits qui sont chez les commerçants de violettes, mais que tu trouves aussi chez Intermarché. Mais que tu préfères favoriser à ce moment-là, ce truc-là. Alors Voilà, après, moi, c'est comme ça que je conçois. j'attire votre attention sur ce qu'a présenté Hugo, c'est aussi les conditions dans lesquelles les commerçants s'inscrivent, des conditions environnementales, sociales, d'égalité entre les femmes et les hommes. Peut-être Hugo, tu peux continuer et compléter sur ce point-là pour voir un peu l'impact social en fait que ça apporte. Enfin, les banques ont les mêmes réglementations, les mêmes obligations, hein, en termes au niveau des salariés, d'égalité professionnelle, etc. Et dans les banques, aujourd'hui, il y a des banques où on prend des parts sociales. Donc, si on va sur des banques coopératives ou sociales, on a des parts sociales de la banque. Et après, en tant que sociétaire, on a notre mot à dire aussi sur certains investissements ou certaines dépenses. Et elles investissent aussi, en général, sur l'économie locale. Donc, je suis un peu partagé. J'entends qu'effectivement, il y a le côté microcrédit pour les personnes les plus défavorisées, etc. Mais c'est peut-être aussi aux sociétaires des banques à imposer aux banques à faciliter ces crédits. Mais on sait, le problème, c'est que, enfin, on sait que les banques, elles profitent des gens qui n'arrivent pas à gérer leur compte, hein, pour leur mettre des frais énormes en crédit, etc., quoi. Donc, Alors, Pascal, après, je m'excuse, là, il est 25, ouais, on va peut-être laisser dérouler Hugo mais, sa présentation. Et après, oui, peut-être on pourra revenir en effet sur ces enjeux et aussi sur cette problématique des liens avec les banques. Juste, Continuons. ouais. oui, Hugo, oui, excusez-moi. Oui. Ok, bah, je continue et c'est avec plaisir de Pascal de reprendre après, hein. Mais Oui. je continue. Ok, je vous propose du coup, c'est ma dernière slide après. Je pense qu'elle va pas prendre trop longtemps. Je vais vous parler Oui. du sol violette dans le Sicoval. Donc ça fait 1 an et demi, ouais, 1 an et demi qu'on y est maintenant, après 11 ans à Toulouse, dans Toulouse-Ville et Toulouse Métropole. Je fais quelques rappels, hein, la monnaie locale, le sol violette est l'une des 4 premières monnaies locales parce qu'elles ont été créées entre 2009 et 2011, sans loi, donc non réglementées, via un collectif citoyen. Pendant le mois de l'ESS, ça a été finalisé pendant le mois de l'ESS en novembre 2011. Si vous voulez plus d'infos là-dessus, il y a un film qui s'appelle L'éclosion d'une monnaie, sol violette, qui est disponible en libre sur. C'est très intéressant au niveau démocratique de voir comment ça fonctionne. Après plusieurs années, il y avait plusieurs enjeux internes pour le sol violette. Ils sont divers, mais il y en a un. Je vais en citer plusieurs. Il y en a un qui est aller chercher dans nos acteurs économiques les transformateurs et encore et plus que ça, les producteurs. Parce que le but, c'est que le sol violette circule et que ça forme des bulles de circulation de monnaie locale au sein du bassin de vie de Toulouse. Donc on a décidé de sortir de Toulouse. Associé à ça, il y a des conjonctures qui font que il y a des groupes de citoyens qui ont émergé sur pas mal de territoires, notamment après avoir vu le film Demain de Cyril Dion en 2015.
bon, petite parenthèse sur ce film, il est question du Bristol Pound en Angleterre, qui est une monnaie locale, et du Brixtol, qui est une autre monnaie locale. Il parle aussi du Chiemgauer en Allemagne. Et du coup, ça a inspiré pas mal d'habitants des territoires. Du coup, il y a eu un groupe qui s'est formé à Castanet, Tolosan, un groupe qui s'est formé à Ramonville pour ce qui est du Sicoval. Après, on a un groupe dans le Murtin, plutôt du côté de Saint-Lys, et un groupe qui essaie de se former actuellement à Tournefeuille. Nous, notre travail, notamment le mien, c'est venir animer ces groupes. Donc en fait, s'il y a un groupe qui se forme, je viens les aider d'un point de vue technique, leur expliquer ce que je viens de vous expliquer ce soir. Et je viens avec eux sur les commerçants qu'ils souhaitent voir rentrer dans le réseau. Du coup, moi, c'est du démarchage commercial, donc je viens expliquer le projet comme je le fais là. Et après, j'envoie le dossier d'agrément au comité d'agrément, et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs éléments. Donc, notre envie d'atteindre les lieux de production alimentaire, enfin liés à l'alimentation, mais pas que, et animer des groupes qui ont émergé. Donc après 1 an et demi, on a dans le Sicoval, c'est tout nouveau. Du coup, on a aux alentours de 20 prestataires de services et de biens. La majorité à Ramonville et une partie à Castanet-Tolosan. Si par exemple, je prends l'exemple de Castanet-Tolosan, il y en a 5. Il va y avoir le grenier, qui est le tiers-lieu de Castanet-Tolosan, la rafistolerie, qui est l'endroit où on peut acheter des meubles d'occasion rafistolés. Le Semalou, la cave épicerie fine, je donne des exemples, hein, qui fait du vin en vrac d'ailleurs, et de la bière. Le Biocop Les Châtaignes. Et sur le marché, il y a Corinne Darmani, qui est aussi sur le marché de Ramonville, qui fait des confitures et du miel. Alors, juste Hugo, est-ce qu'après cette présentation, tu pourras nous partager peut-être une carto ou une liste des commerçants? Ah oui, elle est disponible, vous pouvez regarder, elle est disponible sur Internet. Vous tapez solviolette.fr, sol-du6 violette.fr. Et si vous descendez sur la page, vous avez une carte. Je crois qu'elle est affichée en noir ou en blanc sur le site Internet. Vous cliquez dessus et c'est une carte interactive. Ok, super. Je peux la fournir ou David, on Oui, verra je comment on fait, transmettrai. comment on le Ouais. partage. Ouais. Mais elle est disponible sur Internet, hein. Voilà. Donc, et du coup, on a, c'est aujourd'hui, d'un point de vue financier, c'est Toulouse qui finance le développement dans le Sicoval. Et aussi, on a un autofinancement lié aux cotisations des prestataires, surtout, et des particuliers. Mais du coup, nous, ils nous ont lancé dans le Sicoval, et du coup, on a répondu au Sicoval en disant, bah, là, c'est plutôt avec la collectivité, avec l'Interco, donc vous êtes le CODEV. On vous a proposé un projet. Et là, je vous propose juste de vous montrer ce qu'on leur a proposé. C'est déchiffré un tableau. Je ne veux pas vous faire peur, je vais les prendre ligne par ligne. Ça va pas être très compliqué, je vais les faire ligne par ligne en fonction des indicateurs. Donc je commence. Donc si vous regardez le tableau, il y a les enjeux auxquels ça répond, la première colonne. La deuxième colonne, c'est les indicateurs qu'on peut regarder pour le développement. Après, les objectifs dans le Sicoval en 2023, en 2024, en 2025, et les actions, les types d'actions associées. Je vais les lire dans l'ordre. Donc le premier indicateur, c'est le nombre de solistes. Donc le but, c'est de passer aujourd'hui, le soliste, c'est le particulier qui utilise la monnaie locale. Passer de 30 en 2023 à 78 en 2025. Donc là, le but, c'est de faire des tables d'infos, des marchés, des présentations. Voilà. Deuxième ligne, c'est le nombre d'étudiants qui l'utilisent. Donc là, c'est notamment les étudiants, comme disait, je ne sais plus qui, ils utilisent le Lydia en fait aujourd'hui. Mais le Lydia, c'est comme l'euro. Ça sort des territoires. Et du coup, le but, c'est de faire passer de l'application Lydia à l'application Sol Violette. Et là, il y a un projet moteur avec l'école d'agronomie de Toulouse, aux îles Tolosan. Troisième ligne, le nombre de prestataires de services et de biens. Aujourd'hui, il y en a 24. J'ai dit 20, il y en a 24 aujourd'hui en 2023. On aimerait passer à 72 en 2025, notamment via des campagnes de démarchage et la présence sur les marchés.
Après, il y a le nombre de collectivités territoriales adhérentes, donc qui vont utiliser concrètement la monnaie. Il devrait y en avoir une en décembre 2023, qui est la mairie de Castanet-Tolosan, qui va indemniser ses élus sur le même principe que j'expliquais en réponse à Pascal tout à l'heure. Et on aimerait monter ce chiffre en 2025 à 4, peut-être inclure le Sicoval, ce serait intéressant. Le nombre d'élus, bon là j'en ai parlé. Les emplois créés par le Solvulette sur le territoire, aujourd'hui, ça c'est mon poste, je suis à 80% dans le Sicoval. Le but c'est d'être en 2024, à partir de 2024, à temps complet sur le développement de cette monnaie sur le territoire. La quantité de Solvulette distribuée au public précarisé, donc ça c'est les dons dont je vous ai parlé je vous ai parlé de la solidarité et des dons envers les populations les plus précaires. Donc là, on est à 1000 en 2023 via un projet de solidarité du Secours populaire, que je pourrais décrire. Il y a beaucoup de choses on a eu. Et on aimerait passer à 3000 Solvulette distribués à ces publics précarisés pour les inclure, et pas que via un gain de pouvoir d'achat, mais aussi via une association à la gouvernance de l'association. Après, on a le nombre d'instances de l'agglomération auxquelles participe le Solvulette. Nous, on vient intervenir au sein de l'agglomération. Là, par exemple, on fait une présentation devant le CODEV, mais on peut aussi participer à des instances de développement économique avec plaisir, parce que c'est ce qu'on fait déjà à Toulouse depuis 11 ans. On va sensibiliser à l'économie, donc des ateliers de sensibilisation. Il n'y en a pas eu en 2023, on aimerait en faire 3 en 2025 sur des fresques de la monnaie, comme la fresque du climat, mais associée aux enjeux de la monétaire, la fresque de la finance, pour ceux qui préfèrent la finance. On a des réunions publiques. Aujourd'hui, il y a un comité de pilotage qui suit le développement du Solvulette dans le Sicoval et qui est constitué de toutes les typologies d'acteurs dont je vous ai parlé. Il y a à peu près 25 personnes qui suivent ça par mail et il y a 5 personnes en moyenne physiquement par mois. Donc tous les mois, il y a une instance de comité de pilotage qui vient suivre le développement et il y a à peu près 5 personnes assises autour de la table. Ça s'est aujourd'hui physiquement fait au grenier de Castanet-Tolosan et au sein de la mairie, dans un bureau prêté par la mairie. On aimerait à partir de cet automne, commencer à le faire à Ramonville, au Kiwi et au collectif La Maison. Alors Hugo, est-ce que tu peux nous préciser qui ou quels sont les acteurs représentés au sein du comité de pilotage? Alors il y a beaucoup d'utilisateurs, ce qu'on appelle les solistes, donc des particuliers, des habitants du territoire. Il y a quelques prestataires, je peux les compter quand même sur le doigt d'une main, mais j'ai peur de dire des bêtises. Il doit y avoir entre 3 et 5 prestataires de services et de biens. Et le reste, c'est soit des agents territoriaux ou des élus qui sont au Sicoval et en mairie. Ok, super. Donc voilà. Et d'ailleurs, vous êtes les bienvenus à venir voir. Je partagerai les infos, peut-être a posteriori pour pas qu'on dépasse, mais c'est avec plaisir. Hein. C'est ouvert, c'est avec plaisir. Oui, complètement. Bon, de toute façon, on en parlera par la suite, hein, voire même peut-être pourquoi pas faire une fresque de la finance. On va en rediscuter par la suite. Ouais. Et je continue. Après, du coup, il y avait l'idée aussi là, c'est plus pour l'accaparation de la monnaie par les habitants de ce territoire, réimprimer des billets comme celui qu'on peut voir en haut à gauche de l'écran, avec des photos qui représentent le territoire. Ça, c'est juste une appropriation de la monnaie, faire valoir ses symboles, ses valeurs. Donc on n'en a pas aujourd'hui, on aimerait en imprimer dès 2024. Sur le développement économique, l'investissement bonus dont je vous ai parlé tout à l'heure via le crédit municipal ou qui a la longue discussion avec Pascal, ou le crédit coopératif. Aujourd'hui, vous avez vu, c'est orienté Toulouse via 90% au crédit municipal de Toulouse. Et sinon, ça va dans l'Occitanie, donc ça c'est beaucoup plus flou pour le coup. Et nous, on aimerait qu'une instance, un établissement financier du territoire, on puisse mettre notre fonds de garantie et que ça leur permette aussi de faire des crédits. Ça pourrait être chez IS, ça pourrait être je ne sais où sur le territoire. Donc on est à 0 aujourd'hui vu qu'on est en lien avec personne aujourd'hui
d'établissements financiers. Mais on pourrait imaginer fournir à terme en 2025 4000, donc à peu près plus de 2000 euros de crédit, enfin pas fournir, mais que ça leur permette de créer 2000 euros de crédit par an en plus. Et ça pourrait, si ça se développe, ça augmentera. Ça dépend simplement des conversions des gens de l'euro en Solviet. Après, on augmente le nombre de marchés et on augmente l'espace de nombre de rencontres conviviales, notamment after work, entre pros, petit déjeuner avec les particuliers et tout ce qu'on fait dans l'événementiel. Voilà, ça c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a présenté au Sicoval et c'est la cohésion sociale qui s'est emparée du sujet et qui nous a refusé le projet. Voilà. Après des longues discussions. Maintenant, vous savez que ça a été refusé, mais après, ça part dans d'autres directions. Et du coup, voilà, Alors, je sais pas je connais pas la suite. Préciser justement les points de blocage, les freins obstacles sur ce type de projet? Alors, moi, je peux vous dire le frein qu'il y a avec la collectivité, enfin, là, je parle du développement. Donc là, je parle de financement du développement. Là, je vous ai pas parlé d'adhésion. Parce qu'après, le Sicoval peut très bien adhérer. C'est pas un prix exorbitant pour pouvoir indemniser ses élus, payer les agents, faire les régies publiques en monnaie locale. Ça, c'est autre chose. Et là, je parle de une subvention ou un appel à projet ou autre. Le frein derrière cette subvention, c'est un frein qui est levé, hein, et, qui fait peur, c'est la gouvernance de ce développement et en gros qui décide quoi. Qui décide où, quand, enfin, tout ce qui se passe, ça peut être le COPIL, ça peut être le comité d'agrément, quel territoire, quel projet de solidarité. Est-ce qu'on travaille avec le Secours populaire ou est-ce qu'on travaille avec les familles Bartimée? Est-ce qu'on travaille avec Tech 31? Est-ce qu'on travaille avec... bon. C'est ce genre de choses. Et aujourd'hui, le Solviet, au niveau de ses statuts, travaille cette gouvernance pour impliquer les collectivités et qu'elles siègent aux instances. Elles ont le droit au niveau des statuts, mais c'est pas assez bien défini pour qu'elles se. Enfin, ça c'est un peu flou pour moi encore, donc je peux pas rentrer dans les détails concernant le frein sur cette gouvernance, mais il y a une volonté de clarification de la gouvernance, ce qu'on est en train de faire avec un dispositif local d'accompagnement. Donc il y a un coach, enfin pas un coach, mais une personne qui vient avec un point de vue réflexif, discuter de tous ces sujets avec nous jusque novembre. Normalement, ça devrait clarifier au moins pour les agglomérations. Les freins, il y en a plein, hein. Enfin, après, la question était plutôt sur les freins du point de vue des collectivités ou le frein. Côté Sicoval. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, le frein principal, c'est ça. D'accord. Ok. Donc c'est un peu le mode de gouvernance et puis aussi le rôle des élus, j'imagine, avec cette ambiguïté entre pouvoir décisionnaire et une gouvernance un peu plus horizontale et partagée, quoi. Oui, bah nous, c'est ce qu'on prône pour le coup. Donc c'est vrai que ça peut faire peur pour des instances, Ok. des institutions, oui, bien sûr. Ok. Et après, je pense qu'il y a des blocages financiers. Enfin, mais ça, je n'ai pas la main mise, hein, mais vous le savez aussi, je pense. Alors, il est 40. Je ne sais pas si tu veux continuer à dérouler ou si tu veux qu'on prenne un petit temps d'échange. Et en fait, moi, j'ai terminé, mais peut-être que les questions vont apporter d'autres Ouais. Ok. sujets. Je préfère vous Ah, une donner la question. parole. Oui, alors moi j'avais une question concernant l'édition de coupons Sol Violette, là. Ça a l'air d'être la planche à billets. Comment se fait, se fait cette édition-là? Parce que, en fait, il y a un problème d'équivalence de parité par rapport à l'euro. Et puis après, il y a un problème de sécurité pour éviter les faussaires. Plus ce sera étendu, plus il y aura de risques de faussaires. Alors, quelles sont les mesures prises à ce niveau-là? Alors du coup, pour la planche à billets, en effet, c'est des billets qui vont être imprimés
Donc les sols violettes qui circulent aujourd'hui ont été imprimés par la ville de Toulouse. Ça c'est côté impression, c'est le truc technique. Et après ils sont stockés du coup dans des coffres dans nos banques et ils bougent pas. En fait ça bouge pas. C'est nous qui donc c'est le trésorier de l'association, mais je peux expliquer le fonctionnement. On vient sortir, on va en prendre quelques-uns. Par exemple, on va prendre 2000 sols violettes qu'on vient stocker à l'association. Et on va alimenter les bureaux de change avec. Et après, les euros, on va les récupérer au fur et à mesure, mais c'est des enveloppes spécifiques. C'est des enveloppes où il n'y a pas d'équivalence euro pour jusqu'à ce qu'il y ait. Donc ça va aller dans des bureaux de change, par exemple. Ça va aller au Kiwi. Ils vont avoir 150 sols violettes dans leur caisse de bureau de change. Ils vont mettre les euros équivalents à l'intérieur. Pour le Kiwi, c'est moi qui vais les récupérer. Je suis convoyeur de fonds aussi. Et je vais le fournir au trésorier qui va mettre ses euros tous les mois dans la banque. Du coup, on va retrouver l'équivalence au fur et à mesure. D'accord. Mais au début, c'est imprimé comme ça, oui, bien sûr. Au début, il faut faire la planche à billets. Et oui, alors justement, quelle est la sécurité qu'il y a associée à ça, quoi? Parce que une copie, une photocopie ou une impression, toutes les imprimeries standards le font. Oui, alors il y a la sécurité sur le billet actuel, il y a un QR code avec un motif un peu brillant là. Ok, oui, on le voit, ouais. Et du coup, il y a un symbole dessus. Donc c'est une certaine catégorie de sécurisation du billet. Là, on va rentrer dans le technique. Et ça, je ne sais pas répondre sur de quel degré, quel est le degré de sécurité. Enfin, le degré, en fait, c'est par degré. Ouais, ouais. Entre 0 et 10. Et je ne sais pas, je vais demander d'ailleurs à mes collègues demain, le degré qu'on a au sol violette. Donc il y a 80, je répète, il y a 80 monnaies locales en France. Et pour l'instant, il n'y a pas eu de cas de fraude. D'accord. Et bon, après, s'il y a un cas de fraude, déjà il va être détecté. Il y a un moment où il sera détecté. Bon, ça c'est vrai que ça peut prendre du temps. Et s'il fraude, il va devoir dépenser dans le réseau éthique du sol violette. Bon, c'est grave quand même parce qu'il Ouais, fait de l'argent, quoi. Et ça va biaiser les indicateurs, oui, mais bon, il va alimenter un réseau relativement éthique. Et non, c'est parce qu'il y Je avait peux pas pas, répondre autrement, je suis désolé. il y avait pas sur la photo, il n'y a pas le QR code en question. C'est pour ça que je me pose la Non, question. non, c'est l'arrière. C'est l'arrière du billet. D'accord. Il y a l'avant et c'est l'en avant comme ça, hop. Et l'avant et l'arrière, je l'ai pas montré. D'accord. Voilà. Merci. Alors, si je comprends bien par rapport à la question de Pascal tout à l'heure, en fait, le particulier qui met une certaine somme dans le sol violette s'engage à ce que cette somme reste sur le territoire et n'ira être dépensée qu'auprès des 24 prestataires en question. Hein, 24, je précise juste 24, c'est oui, là c'est les chiffres du Sicoval. Au total, il y a 165 prestataires si on inclut Toulouse Métropole. Si on inclut Toulouse. D'accord. Donc, alors, par contre, la question que je me posais, c'est par rapport à le Sicoval lorsqu'il va indemniser ses élus avec des sols violettes. Il ne peut pas le faire sans l'accord de l'élu. Il faut que l'élu soit d'accord d'être payé en sol violette ou en euros. On est d'accord. Est-ce qu'il peut être d'accord de dire, par exemple, ben, moi je vais mettre 10% de mon indemnité d'élu en sol violette et 90% en euros, parce que bon, ben, je vais faire une sorte de petite épargne locale. Est-ce que c'est possible? C'est exactement ça. En fait, une indemnisation d'élu, un salaire ou quoi que ce soit, ça peut être proportionnel au salaire. Donc on reste une monnaie complémentaire, hein. Dans la discussion tout à l'heure, on a bien dit que, en effet, si on change de territoire, il faut de l'euro. Et on n'a pas la prétention de pouvoir payer en sol violette dans l'Aude ou voilà. Et en effet, du coup, ça peut être une proportionnelle ou un montant fixe du salaire. Par exemple, 50 sols violettes par mois. Par mois, c'est ça. Moi, Alors, par exemple, à titre d'exemple, j'ai 30 sols violettes par mois, par exemple.
Alors, sur, donc, sur mon CV. j'ai une autre question sous-jacente. Est-ce que ce ne serait pas pertinent de faire en sorte que cette part qui est mise dans la monnaie locale soit abondée par la collectivité pour inciter? C'est-à-dire que s'ils disent, par exemple, quand je mets 50 sols violettes, ben, la collectivité me rajoute 10. Ça inciterait à lancer un petit peu la monnaie. Enfin bon, Démarche incitative, oui, oui. tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. C'est incitatif, quoi. Oui, oui. Alors, est-ce que ça, ce serait à instaurer ou je ne sais pas? C'est une. Je dirais que ce serait incroyable. Et en fait, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Alors, en fait, on le fait plus aujourd'hui, mais au début, donc en 2011, quand les premiers billets sont sortis du sol violette, il y avait un gros travail avec les maisons de chômeurs et dans la volonté de les inclure dans la démarche, parce que le sol violette est la monnaie la plus focalisée sur la solidarité en France. Et du coup, ça passe par l'utilisation du sol violette et pour l'incitation, la ville de Toulouse a bondé la conversion d'euros en sol violette pour les bénéficiaires des maisons de chômeurs. Donc c'est C'est une ça, idée donc. qui a existé Il faut la remettre. et il faut la remettre en place. Oui, alors moi je suis avec vous. Et c'est fait, c'est actuellement fait j'ai un exemple très récent. C'est fait à Bordeaux pour les étudiants de la fac, je crois. Donc les étudiants, si ils prouvent qu'ils ont une carte étudiante et qu'ils sont adhérents, ils peuvent la métropole abonde la conversion d'euros en saluette. Ouais, Pascal? Oui, et du coup, les commerçants qui ont plus les frais de banque, est-ce que du coup, les produits sont moins chers? Entre si je le paye en sol violette par rapport à l'euro, ne serait-ce que 10 ou 20 centimes de moins, mais il devrait y avoir une différence de prix entre le produit sol violette et le produit euro, dans la Alors ça logique. c'est si on paye en effet en carte bleue. Donc en carte bleue, pour expliquer, oui, on a des frais bancaires que le commerçant prend, et là pour le coup ça part vraiment dans des Ah oui. sphères dont on n'a pas conscience. Du coup pour répondre, donc si on paye en billet, finalement c'est le même prix. Enfin, le commerçant il est le même prix en carte bleue et en billet euro aujourd'hui. Après, les mesures incitatives de la part des commerçants, ça a existé aussi, ça existe aujourd'hui. Alors j'ai pas d'exemple là. Ça existe peut-être plus au sol violette. Mais il y a des commerçants qui sont tellement militants qu'ils font par exemple, ils arrondissent les prix à l'unité inférieure, par exemple. Ça c'est possible, mais ça c'est au bon vouloir du commerçant. Nous on ne peut pas agir là-dessus. Oui. Mm. Alors moi j'avais une question sur la dématérialisation des sols violettes. Tout à l'heure vous avez dit qu'on pouvait par l'application. Alors il y a un petit peu un déséquilibre entre le fait d'émettre des billets par rapport à la somme qui est mise de côté et puis la dématérialisation qui de ce fait ne donne pas correspondance à des billets. Alors je vois mal comment on fait l'équilibre entre l'argent collecté d'un côté en euros et les sols violettes mises à disposition sur le marché à travers les billets et la dématérialisation. J'ai du mal à voir. Ouais, c'est une bonne question. Et en effet, en fait, si on a deux banques partenaires, les 90% au crédit municipal, ça correspond, enfin, les chiffres bougent, mais je le fais large. 90% de ce chiffre, c'est les billets. C'est les billets d'euros dans un stock, un coffre qui au crédit municipal. Ces euros qui ont permis d'avoir des solviettes. Les euros qui ont permis d'avoir des solviettes numériques sur l'application, eux, ils partent sur les 10% sur un compte au crédit. Donc là, c'est que du scriptural, donc des écritures. Et ça part sur un compte, le compte dont je vous ai parlé au crédit coopératif. Ça veut dire qu'on table que sur 10% de mouvements dématérialisés. C'est pas comptable, ça c'est un chiffre
c'est pas nos objectifs. Nos objectifs, c'est de faire plus. Et oui, c'est ça. Mais là, je vous parle d'un instant T. Enfin, je vous parle de l'indicateur, quoi. Je vous parle pas des objectifs. Sur les masses monétaires, c'est pas l'indicateur le plus. La masse monétaire de Sol Violette, c'est un indicateur parmi beaucoup d'autres. Tout à l'heure, je vous parlais du nombre d'échanges avant que ça parte sur un autre territoire. Ça, c'est un indicateur important aussi. Ça peut être aussi la vitesse de circulation. Et c'est des chiffres qu'on retrouve dans la thèse de Oriane Lafuente Sampietro, dont je vous ai parlé au début, et qui... Voilà, je sais pas si vous voulez en parler un peu plus. Mais oui, en effet, c'est pas un objectif, le 90%. Moi, je voudrais revenir sur la logique plutôt d'impact social. Tout à l'heure, il était précisé que les commerçants avaient une augmentation de leur chiffre d'affaires. Alors, je ne me rappelle plus le pourcentage. De 10%. De 10%, ce qui est plutôt bien, plutôt très intéressant. Côté client et côté commerçant, est-ce qu'on voit vraiment, il y a une forme de fidélisation finalement de la clientèle? Est-ce que ça serait ça qui fait que ça augmente le chiffre d'affaires? Alors, j'ai pas lu la thèse. Je pense. J'ai beaucoup de choses à lire, j'ai une pile à lire. Mais oui, derrière, c'est... alors, il y a en fait, il y a un truc aussi qu'il faut savoir. Et qu'il faut prendre en compte, c'est que ce 10%, c'est pas que des unités de monnaie locale, c'est le chiffre d'affaires global. Donc, c'est aussi les euros. D'accord. Ce que ça veut dire, si on va plus loin, en fait, c'est que les autocollants, on va dire, enfin les labels monnaie locale, comme le Sol Violette par exemple, quand la cartographie de ce réseau est vue comme un label auprès des consommateurs et consommatrices. Et ça, c'est très détaillé dans la thèse. Et en fait, les gens utilisent il y a une partie des consommateurs qui veulent consommer éthique, qui utilisent les annuaires des monnaies locales pour savoir où consommer. Et du coup, ce 10%, ce n'est pas que de la monnaie locale, mais c'est aussi des euros. Donc ça, c'est important de le préciser. Et après, en effet, c'est voilà, c'est l'effet label et la fidélisation des clients, je pense. Mais je ne peux pas répondre en détail. Oui, en fait, il y a l'effet label, c'est sûr. La fidélisation, elle est un peu contrainte. Je m'explique. Si on veut aller acheter de la viande avec des sols violettes, il ne doit pas y avoir 36 bouchées. Il ne doit y avoir qu'un seul. Donc, on va sur celui-là impérativement. Voilà. Donc, il y a cet aspect-là. Alors après, on y va volontiers parce que c'est la qualité, c'est l'esprit. Enfin bon, ça répond à ce qu'on cherche. Donc, on accepte la différence de coût par rapport au boucher à côté qui prendra de la viande de Nouvelle-Zélande. Voilà, je comprends bien. Hein. C'est toute une démarche à laquelle l'adhérent doit adhérer. Alors, de ce fait, ça m'amène à une autre question. Quel est le montant de l'adhésion à Sol Violette? Est-ce que c'est annuel, je pense? Donc voilà, c'est une cotisation annuelle. Pour les particuliers, c'est à prix libre et conscient. Donc là, voilà, vous donnez ce que vous voulez annuellement. Pour les professionnels, c'est une grille de cotisation basée sur un découpage INSEE du nombre de salariés. On reprend les codes de l'INSEE. Le prix d'entrée pour un professionnel, c'est 84 € annuel. Ça, c'est s'il est auto-entrepreneur, s'il a 0 salarié, enfin s'il est seul. Et après, ça monte, c'est une loi logarithmique, je crois. D'accord. Ça commence à 84. La plus grosse cotise, je crois qu'on est autour de 300 € la plus grosse cotisation. Et c'est qui? Bon, je ne saurais même plus dire, mais c'est quelqu'un de Toulouse. Et après, sur la cotisation des pros, l'adhésion peut être défiscalisée à hauteur de 66% parce qu'on est on est Économie. reconnu d'intérêt général. Oui, ah oui, d'intervenir, d'accord. On est reconnu d'intérêt général, donc les adhésions peuvent être défiscalisées.
pareil pour les particuliers. Hein. Alors, est-ce que, oui, vous faites partie donc de l'économie sociale et solidaire, donc vous pouvez être appuyé par le conseil régional qui a quand même, qui appuie l'économie sociale et solidaire par rapport Oui, à l'accompagnement. alors Donc, oui, vous avez l'accompagnement du DLA, je pense que celui-là, il va de soi, mais il y a aussi l'accompagnement par rapport au projet. exactement. Alors nous, on sait avec plaisir d'être soutenu par la région. Historiquement, alors du coup, dans la région, il y a plusieurs monnaies locales en fonction des départements. Et là, il y a un réseau de monnaies locales régionales qui s'appelle Monédoc d'Occitanie. Et il faut savoir que la présidente actuelle, Madame Delga, avait émis le souhait d'une monnaie locale régionale. Elle l'a fait, elle a mis je pense qu'elle a financé, enfin je veux dire le conseil régional a financé, et ça s'est pas bien passé. Ah Et en mince. fait, ce constat d'une monnaie locale portée par une collectivité, c'est-à-dire initiée par une collectivité, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pas, je suis d'accord. Ça fonctionne seulement par les citoyens. Enfin, citoyens, je veux dire, voilà, toute typologie d'acteurs. Ouais. Une collectivité qui se lance toute seule, ça ne fonctionnera pas. Il y a plusieurs exemples en France. Oui, oui, mais ça ne m'étonne pas parce que c'est vraiment une démarche volontaire et ce n'est pas une démarche politique. Après, on a eu quelques appels à projets liés à la solidarité. Bon, avec le département, normal, parce que c'est leur compétence, mais aussi avec la région. Mais c'est pas des milliers et des cents. On n'a Juste, pas un gros soutien aujourd'hui, pour être honnête, de la part de la région. On aimerait en avoir plus. juste pour avoir une illustration en termes de comportement de consommation, est-ce qu'on sait les catégories de produits qui sont largement utilisés en sol violette ou alors auprès de quel type de commerçants? Est-ce que vous arrivez à récolter ce type de données auprès de vos adhérents? Alors, on a tous les secteurs d'activité dans le réseau, je répète. Par contre, c'est vrai qu'on a un focus, enfin, on a un focus, mais les solistes, la majorité des sols violettes vont plutôt lier le secteur de l'alimentation. C'est ça. Ouais, je m'étonne Voilà, pas. transformation, producteur, épicerie. Mais après, c'est pas que ça, parce qu'il y a des grosses factures, notamment je vois passer des grosses factures de nettoyage de locaux, par exemple. Donc des gros prestataires qui amènent des gens pour laver leurs locaux, bah, c'est payé en sol violette. Il y a plein de trucs de ce genre. Des grosses factures entre fournisseurs, donc là liées à l'alimentation. Ça va être des fournisseurs en bière, en thé. Enfin, j'ai vu ça passer récemment. Et alors, ça veut dire que là, donc une collectivité, elle peut payer donc soit une partie, une indemnité élue ou agent. Est-ce qu'elle peut aussi réaliser des contrats de prestation avec des sols? Il me semble que oui. Alors, et là, voilà, je reste sur. Il me semble que oui. En fait, c'est possible. En fait, la loi ne nous aide pas aujourd'hui. La loi de l'ESS ne nous aide pas sur ce plan. Quand on travaille avec de l'argent public, donc notamment quand une municipalité, par exemple, veut payer ses élus ou veut recevoir de l'argent dans les régies publiques ou les dépenser par des prestations, par exemple, il faut forcément aujourd'hui que ça passe par l'association qui porte la monnaie locale via des mandats de prélèvement ou de paiement. D'accord. Du coup, en fait, on le fait pas aujourd'hui parce que, je vous l'ai dit, là, nous, c'est plutôt la mairie de Castanet-Tolosan en décembre qui devrait adhérer. Et du coup, on va commencer à mettre en place les choses et enfin, nous, c'est déjà prêt de notre côté, mais je pourrais vous dire concrètement comment ça se passe. Mais ça se fait déjà dans d'autres territoires. Quelques exemples à Angoulême, par exemple, la métropole d'Angoulême, où c'est la Bulle, donc l'association Bulle qui a tous ses mandats.
de prélèvement. Et il y a l'exemple, forcément l'exemple. Alors je vous ai pas dit au niveau de la France, mais l'exemple le plus important des monnaies locales, c'est au Pays Basque. Donc, je le répète, c'est l'Eusko. Et eux, ils ont énormément de collectivités adhérentes. Et du coup, ils ont l'habitude des mandats de prélèvement. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que nous, comme on est en fédération, on se partage les documents et on se partage les méthodes. Donc, enfin, pour nous, c'est facile, quoi. On demande à la HCO comment ils ont fait, et puis c'est réglé. Alors peut-être juste une question sur les collectivités. Donc là, il y a Castanet et Ramonville. Vous avez fait des présentations auprès de d'autres communes. Et si oui, quel est l'accueil en général porté sur ce type de projet? Alors, en fait, ouais, sur notre démarche, je répète qu'on vient plutôt quand on nous appelle. Donc, on va peut-être faire des stands de sensibilisation. Donc, voilà, mais c'est surtout, comme par exemple, là, j'avais eu un contact au Codev et du coup, là, je vous avais proposé. Pourquoi je vous ai proposé? Parce que, notamment, comme on a dit, Ramonville et Castanet-Tolzan et Oseville, on va en parler, se prennent du sujet. Donc, je me dis que c'est intéressant que vous l'ayez en main aussi pour savoir des tenants et aboutissants. Donc, en effet, les gens qui nous appellent, ils sont déjà sensibilisés. D'accord. Donc l'accueil, il est top. Enfin pour moi, dans mon métier, oui, l'accueil, il est super. Globalement, il est super. Donc, ouais, je sais pas trop quoi vous dire quand Donc on là, la présente. stratégie, ça serait plutôt de sensibiliser les habitants pour qu'ils fassent une remontée auprès des élus locaux en termes d'idées, en termes Alors, les d'ambition. stratégies, elles sont multiples et c'est par l'opportunité en fait. Mais notre stratégie, c'est de commencer par d'abord les militants, ensuite les engagés, et après ceux qui consomment local ou qui ont un souhait de consommer éthique. Et après, oui, si on fait tout ça, je crois que une majeure partie des habitants de ce territoire peuvent s'en emparer. Si on met les enjeux sur la table, je ne vois pas pourquoi on s'en emparerait pas en fait. Mais bon, ça c'est ma croyance. On verra le futur. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, Moi, Chantal? je voudrais poser une question. Comme il y a plusieurs monnaies locales, est-ce que vous êtes en réseau un petit peu pour Fédération, ouais. partager les expériences un petit... Oui, Exactement. Donc on est dans une fédération qui s'appelle le Mouvement Sol. Vous pouvez aller voir sur internet le Mouvement Sol, donc SOL en majuscule, qui regroupe une grande partie des monnaies locales en France. Et son boulot principal, c'est de faire du plaidoyer aux parlementaires. Parce qu'on a ces blocages, comme je vous ai exposé là auprès des collectivités, qu'on aimerait lever. Ça, c'est une grosse partie de son travail. Après, il y a au sein du Mouvement Sol l'Institut des monnaies locales, qui est un institut de formation pour notamment de formation en interne pour les monnaies locales, pour savoir qu'est-ce qu'un chargé de développement, qu'est-ce qu'un chargé de mobilisation citoyenne, qu'est-ce qu'un directeur, qu'est-ce qu'un président, qu'est-ce qu'un trésorier, secrétaire, donc que ce soit les bénévoles, pour les bénévoles ou pour les salariés, en interne. Après, en externe, ils font des formations aux collectivités pour les agents, notamment le trésor public des collectivités territoriales et les élus. Et du coup, ils viennent soit les former en amont, ou juste après, quand ils ont signé les conventions avec les monnaies locales, ils peuvent venir, et ça c'est un, je crois, je sais plus comment on appelle ça, mais les élus peuvent par exemple prendre ça sur leur temps de formation. C'est des formations officielles. Donc là, donc ça c'est l'Institut des monnaies locales. Après, il y a la fédération MLCC, monnaie locale complémentaire et citoyenne. Et ça regroupe aussi plusieurs monnaies locales et ils s'occupent plutôt du projet politique et philosophique. Ils essaient d'être les garants pour pas qu'il y ait de dérives liées aux monnaies locales. D'être les garants du projet de base qui a été réfléchi par des économistes dans les années 2000, dont je ne sais pas s'il y en a qui sont économistes, mais Patrick Vivray par exemple, un grand nom de l'économie en France. Voilà.
pour les fédérations que j'ai en tête. Après, il y a des fédérations régionales, comme par exemple Modédoc en Occitanie. Ok. Alors, tout à l'heure, on disait, bon, si le prestataire veut convertir sa monnaie locale en euros, il peut. Par contre, le solo, il ne peut pas le faire. Donc lui, j'allais dire, je prends l'exemple, en fait, il va dépenser, il est obligé de dépenser son argent, in fine, il peut pas thésauriser, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, pas thésauriser. C'est exactement ça. Oui, d'accord. Bon, après, ce que soulignait Hugo, c'était la partie militante, finalement. Oui, non, mais tout à fait. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est par rapport à ce que disait Pascal tout à l'heure, par rapport à une économie familiale, entre guillemets, il faut voir quelle est la partie de ces revenus que l'on veut mettre dans cette perspective par rapport à... Voilà. Après, est-ce que ça existe ou par exemple, un cas de figure, je dois vraiment récupérer mes euros. J'ai un ami qui reste sur le territoire, admettons, je déménage. Et ben en fait, je peux tout simplement lui dire, ben, je te file 40 sols, tu me files 40 euros. Est-ce que ça se fait? Ah. Voilà. Ça se fait, mais du coup, c'est pas, c'est pas légal, mais ça se fait. En fait, il y a l'aspect légal. Il y a l'aspect légal. Normalement, on fait pas ça parce qu'après, ça biaise les masses monétaires et nos équivalences en banque. Mais oui, s'il y en a qui décident de le faire, on va pas, il n'y a pas de police, quoi. on peut pas tracer ça. C'est comme pour l'euro, il y a plein de trucs qu'on peut pas tracer. Après, c'est un cas de figure où si on sort du territoire, par exemple. Oui, mais exactement. En fait, moi, je suis pas du tout contre. Enfin, on peut pas tracer, donc chacun fait comme il peut. Après, si je vais aller plus loin, si au revoir, Pascal. Non, je vous dis bonne soirée. Au revoir. Merci Pascal. Bonne soirée. On a cette agilité au sol violette. Est-ce qu'il y a eu des cas de figure où nous, on a reconverti exceptionnellement? Non, mais là, je sais plus. Là, je sais pas répondre pour le particulier. Le billet peut passer d'une main à une autre, rien ne l'empêche, puisqu'ils ne sont pas nominatifs. Rien ne l'empêche. Oui, c'est ça. Donc, le cas de figure de Davy est tout à fait vrai. C'est de gré à gré, quoi. Oui, exactement. Après, est-ce que ça risque pas vraiment de perturber finalement? Non, c'est une petite perturbation. Il y en a quand même une. Oui, parce que en fait, qu'est-ce qui va se passer exactement? Est-ce que les comptes... Ah non, non, pardon, excuse-moi, c'est moi qui vous trouble. Là, il n'y aura pas de perturbation dans ce cas-là. Oui, reste le même. Les comptes, c'est pas nominatif. Non, il y aura. Oui, non. Il y a pas de problème là-dessus. Excusez-moi, c'est moi qui. C'est ça, il n'y a pas de fatigue. Non, mais par contre, on va bientôt s'arrêter. Non, il y a pas de problème, mais c'est. Sur le dématérialisé, ça correspond quand même à un compte nominatif. Oui. Donc là, celui-là, s'il est dématérialisé, ne peut pas être transféré à une tierce personne. Et si, en fait, on peut aussi, parce qu'on peut, entre particuliers, on peut se faire un virement. Ah, d'accord. Donc, on peut faire la même chose en. D'accord, oui, d'accord. On pourra le retracer si on le souhaite, s'il y a un problème, mais. D'accord, donc c'est possible alors. Si on peut se faire des virements de personne à personne, une forme de souplesse. Oui, tout à fait. C'est ce qui va se passer. Là, vous avez la carte sous les yeux. On s'en fout. C'est ce qui va se passer avec les étudiants de l'ENSAT. Ouais. Ils vont passer de Lydia au sol violette. Eux, ils se font des Lydia entre eux, en fait. Il y a le public jeune, on ne le sait pas, mais bon, dans cette école, alors je ne veux pas généraliser, mais je pense qu'il y a pas mal de publics étudiants qui utilisent le Lydia pour se faire du entre particuliers. Pour se rendre des services, même les BDE, étudiants, en fait, quand il y a des cafés associatifs ou des bars ou des soirées ou autres, c'est payé comme ça. Ouais. D'accord. Ah ouais. Ok. Peut-être Bernard, si tu voulais ajouter un élément, une question, non? Non, c'est bon, c'est pas mal.
Bon, il est déjà 20h10, Ouais. on a dépassé 10 minutes. Merci. Merci beaucoup, Hugo. Merci. Merci à vous. Ce que je note, c'est qu'il va falloir le partager largement, en rediscuter en tout cas. Et déjà, ça passera par la vidéo qu'on a enregistrée et qu'on enverra aux collègues simplement qui n'ont pas pu être là. Et ce que je note également, c'est aussi l'offre de sensibilisation que vous proposez. Donc peut-être qu'on reviendra vers vous à ce moment-là pour en discuter, parce qu'on voit il y a du débat. On voit qu'il y a un besoin aussi d'acculturation. Donc voilà, merci beaucoup Hugo. On reste en contact, surtout que j'ai vu qu'il y a pas mal, vous êtes en lien avec des collègues sur les projets sur l'alimentation. Voilà, donc ça peut faire pas mal résonance. Et ça serait intéressant, nous, qu'on l'inclue dans la notion d'accueil de population, de cohésion sociale et aussi tout simplement d'intégration de nouveaux habitants sur un territoire qui pourrait se faire notamment par l'intégration du sol, quoi, en tout cas. Donc ça peut être assez chouette. Donc voilà, à réfléchir, on verra, on pourra en rediscuter. Merci beaucoup Hugo. Et peut-être une prochaine, on se verra sur le territoire. Avec plaisir de vous rencontrer même individuellement. Au Merci. revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.